Et voilà les fêtes, ces repas interminables, ces inévitables tensions qui accompagnent nos conversations, principalement autour de deux pôles, les discussions politiques bien sûr, mais surtout la véritable question, celle de savoir si le chocolat noir est meilleur que le chocolat blanc. C'est-à-dire désigner celui qui va se taper le dégueu de la boîte, parce qu'on est bien d'accord, le chocolat blanc, c'est dégueulasse. Pourquoi évite-t-on de parler de politique? J'entends politique au sens large. Défendre nos idées sur ce qu'est une société juste. Se demander comment doivent être répartis richesse et pouvoir. Et pas seulement la politique consistant à évoquer le cirque des élections et des débats télévisés. Eh bien parce qu'on anticipe que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que chacun va camper sur ses positions, personne n'écoute personne, on n'a pas affaire à un dialogue mais plutôt à un monologue à plusieurs, et en fait c'est pas une discussion, mais c'est l'expression d'une pure opinion personnelle. Ce qui en rebute beaucoup, c'est qu'on ne pourra pas trancher. On ne peut pas trancher au sens où une procédure scientifique permettrait de le faire. De sorte qu'une discussion ou une réflexion politique, mettant en jeu des valeurs différentes, des définitions différentes, des intérêts différents, ne pourra pas porter sur le vrai ou le faux, mais portera sur le juste et l'injuste, ou le bon ou le mauvais pour une communauté politique donnée. Et en l'absence de vérité ultime permettant de trancher les différends, on a tendance à voir les discussions politiques, notamment celles qui s'enveniment, comme la pure expression d'une préférence personnelle, que nul principe rationnel ne permet d'étayer. De sorte que parler politique, c'est donner chacun son avis, son opinion, et puis c'est tout. Moi je préfère l'extrême droite, toi tu préfères le chocolat noir. Il y a des tas de raisons qui nous font fuir les débats politiques, notamment le fait que ça tourne toujours au combat, à la joute oratoire, à la personnalisation à outrance. Ou encore, bon, toutes les raisons qui tiennent au caractère des gens, leur mauvaise foi, leur mauvais caractère. Ou encore, bon, on sait tous, il y a toujours, dans les repas de famille, le tonton GG qui est un peu poussé sur le mousseux et qui décide de se lancer dans une longue dissertation sur l'immigration. Bon, il y a tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont des raisons d'ordre philosophique. Des raisons d'ordre philosophique qui nous empêchent de concevoir ce qu'est un discours politique, de quelle nature est le discours politique, et en particulier, quel est son régime de justification. C'est-à-dire, comment on fait pour justifier les propositions que l'on avance quand on parle de sujets politiques. Et je fais l'hypothèse que le problème vient du fait que l'on pense toutes ces discussions à l'aide de la fausse alternative, ou bien c'est scientifique, ou bien on est dans le relativisme, et c'est chacun ses goûts. On conçoit vaguement tout ce que l'on peut dire comme rentrant dans deux boîtes possibles, la science et le reste. Nous mettons rationalité, objectivité et vérité du côté de la science, et nous pensons le reste comme le règne de la subjectivité, de l'arbitraire de l'opinion. Autrement dit, on se donne pour alternative, soit on est dans la science, et on peut avoir rigueur et rationalité, parce qu'on a la démonstration mathématique ou l'expérimentation des sciences naturelles, soit on est dans la pure croyance, et nos échanges tournent au débat sur les goûts et les couleurs. Eh bien je crois que c'est une réduction illégitime, une fausse alternative, qui a pour effet de mettre dans le même sac des disciplines qui revendiquent la rigueur et la rationalité, et d'autres domaines qui ne le font pas. Et donc on voit bien que si on pense les choses comme ça, on ne peut pas penser la spécificité de certains discours, comme le discours juridique, le discours philosophique, ou encore le discours politique. C'est ça que j'essaye de montrer ici. Je propose d'aller chercher chez Perelman un effort pour étendre la rationalité au-delà du strict domaine scientifique. L'étendre à tous les domaines qui reposent sur ce qu'il va appeler l'argumentation, dont il fait la théorie, notamment dans le traité de l'argumentation, en duo avec Olbrecht-Titeka. Faut-il tirer la conclusion que la raison est tout à fait incompétente dans les domaines qui échappent au calcul, et que là où ni l'expérience ni la déduction logique ne peuvent nous fournir la solution d'un problème, nous n'avons plus qu'à nous abandonner aux forces irrationnelles, à nos instincts, à la suggestion ou à la violence? Or la réflexion et la discussion politique relèvent de ce domaine, puisqu'elle consiste à avancer des arguments. Un argument, entendu ainsi, n'est pas à comprendre comme l'exposé des preuves de la vérité d'une proposition, mais comme l'exposé des bonnes raisons de croire quelque chose. L'objet de cette théorie est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment, y compris dans des domaines où la réflexion ne porte pas sur la conformité de nos croyances à des faits. Par exemple en esthétique, si je dis « je crois que ce film est meilleur que celui-ci », ou encore dans un domaine politico-économique, si je dis « je crois qu'il faut rembourser la dette publique ». Dans une argumentation, on cherche à établir une relation de justification entre certaines croyances et une nouvelle croyance. Et pour convaincre autrui, on va chercher
à lui montrer que s'il adhère déjà à certaines croyances, alors il doit aussi adhérer à celles qu'on lui présente à son assentiment. De sorte que argumenter, chercher à convaincre, ça consiste en gros toujours à dire « si tu admets déjà cela, et que tu es rationnel, alors tu dois aussi admettre ceci ». Il peut bien sûr contester cette relation de justification, mais alors il doit à son tour avancer un nouvel argument. Donc d'accord, réfléchir sur la politique, c'est avancer des arguments. Quelle conclusion peut-on en tirer pour nos discussions politiques? Eh bien d'abord que parler politique ne consiste pas en une démonstration en bonne et due forme. On peut toujours potentiellement contester ce qui a été dit. C'est ce qui agace au plus haut point les esprits les plus cartésiens. Et c'est ce qui rebute des esprits plus scientifiques, parce qu'ils ont l'impression de voir dans les discussions politiques, contrairement aux mathématiques par exemple, quelque chose qui n'est jamais définitif, jamais rigoureux, jamais nécessaire, etc. Mais d'un autre côté, on voit que la discussion politique n'est pas strictement irrationnelle. On n'a pas affaire à une conversation dans laquelle on exprimerait une pure préférence subjective, pour le chocolat par exemple. Personne va vous contester le droit d'aimer le chocolat blanc. Alors que dans une discussion politique, il faut s'attendre à ce que potentiellement, on vienne contester et critiquer nos idées. C'est évidemment ce qui peut en rebuter beaucoup. Exposer publiquement ses croyances politiques, c'est s'attendre à ce qu'elles soient critiquées. Et s'attendre à s'apercevoir que l'intensité avec laquelle on y adhère n'est pas proportionnelle avec notre capacité à les argumenter. Ce n'est certes pas la philosophie qui nous permettra de lever tous les obstacles à une discussion politique sereine. Pour ça, il nous faudrait plutôt une sorte de coach en discussion. Mais en renouant avec une certaine tradition rhétorique et la théorie de l'argumentation, comme le fait Perelman, on peut au moins situer le discours politique et comprendre qu'il relève d'une rationalité qui n'est pas la rationalité scientifique, mais qui permet de dépasser le strict relativisme du « de toute façon, en politique, c'est chacun ses opinions ». Attends, je vais peut-être refaire une dernière prise là, celle avec le chocolat.